Nouvelle édition sur Eden TV. Mesdames, Messieurs, merci d'être au rendez-vous. Les titres. Activité au Parlement ce mardi 8 novembre. Abdoulaye Biotchane était présent pour présenter le programme d'investissement public de l'année 2017. Hors du continent africain, l'Amérique a donc fait son choix. Donald Trump est le nouveau président des États-Unis. Il succède ainsi à Barack Obama. Vous allez écouter son premier discours après cette victoire. Dans un instant, nous reviendrons également sur l'ambiance qui a prévalu dans la nuit électorale aux États-Unis. Voilà pour le titre. Merci de nous choisir pour vous informer. Quelques informations en page Nation avant d'aborder l'actualité américaine. Dans ce journal, le ministre d'État chargé du plan et du développement était hier au Parlement. Abdoulaye Biotchane est allé présenter à la Commission des finances et à tous les autres députés le programme d'investissement public, un programme de plus de 808 milliards pour l'année 2017 à financer pour près des 3/4 par des ressources internes et près du 1/4 par des partenaires. On écoute le ministre Abdoulaye Biotchane au sorti de sa rencontre avec les députés. Je veux vous dire que le PIP que nous venons de présenter est un projet très ambitieux. Il traduit aussi la vision que nous avons arrêtée dans le programme d'action du gouvernement il y a quelques jours et il traduit aussi les réformes qui sont à entreprendre pour que ce budget soit exécuté. Le projet de PIP, c'est plus de 800 milliards, vous le savez, 808 milliards. Ce sont des investissements structurants. Nous voulons la transformation de notre économie aussi. Nous voulons que cette économie puisse donner du travail surtout aux plus jeunes. Et c'est pour ça qu'avec ces montants qui, cumulés, sont plus élevés que les projets d'investissement qu'il y a eu pendant les deux années précédentes, nous sommes capables non seulement d'investir dans les infrastructures, mais aussi d'investir pour la transformation de l'économie, en même temps que nous investissons pour soulager nos compatriotes les plus démunis. Ce budget, qui est de plus de 808 milliards, est financé pour près de 3/4 par des ressources internes et pour près d'1/4 par nos partenaires. À la rentrée inaugurale du 7 octobre dernier à l'Université d'Abomey-Calavi, des réformes ont été annoncées au nombre de celles-ci. La division en 2 entités de l'ancienne faculté des lettres, arts et sciences humaines et l'étude des dossiers pour le recrutement des nouveaux bacheliers. Aujourd'hui, ces réformes sont mises en exécution. Qu'en est-il réellement et quelles en sont les implications pour les étudiants? Reportage. La flash ne sera plus la grande flash. C'est une décision discuté déjà depuis fort longtemps avec les collègues de la flash. La flash va s'éclater en instituts de plus en plus spécialisés. Ainsi s'exprimait le vendredi 7 octobre dernier à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Brice Saint-Saint. Cette volonté clairement affichée a été soutenue par le gouvernement. C'est par décision gouvernementale que la flash a été scindée en 2 facultés autonomes par arrêté numéro 731 et arrêté numéro 732. La flash a été scindée. L'arrêté 731 a créé une nouvelle faculté qu'on appelle faculté des lettres, langues, arts et communication. Et l'arrêté 732 a créé la faculté des sciences humaines et sociales. Il y a 2 instituts qui ont été créés, à savoir l'Institut de géographie et d'aménagement du territoire, l'Institut des arts, et ça s'appelle IMAC. Donc en réalité, la flash actuellement est scindée en 4 entités autonomes et 2 entités non autonomes sont en train d'être créées et les dossiers se trouvent au niveau de notre ministère, à savoir le ministère chargé de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique. Mais cette réforme est confrontée au problème d'infrastructure et à l'éternel problème de manque d'enseignants de qualité. Toutes les deux facultés et les instituts sont donc logés dans les locaux qui abritaient la Grande Flash. Dans le même temps, une autre réforme concernant le recrutement des étudiants dans les facultés fait débat. Nous avons un taux d'encadrement le plus fort, un enseignant pour 1000 voire 2000 étudiants. Ce qui nécessite naturellement que pour que les étudiants travaillent dans de très bonnes conditions, que on essaie de régler la question du taux d'encadrement. Résoudre la question du taux d'encadrement suppose donc qu'on ne peut pas accueillir tous les étudiants. Chaque département donc a élaboré des critères spécifiques. Et c'est ces critères-là que nous allons appliquer. Au premier abord, nous recevons tous les dossiers. Et on fait le tamis. Que deviendront donc les bacheliers qui, au terme de l'étude de dossier, ne seront pas autorisés à s'inscrire? Seul le gouvernement peut répondre à cette question, nous a déclaré le professeur Flavien Gbetto, doyen de la nouvelle faculté des lettres, langues, arts et communication. Descente dans les rues de Cotonou et autres villes du Bénin et on constate l'exposition de l'essence aux abords des voies, un phénomène qui a retenu notre attention. Mais quelle est la différence entre la qualité de l'essence fournie par les stations-service et l'essence frelatée? Reportage. Chaque jour, des milliers de véhicules sont approvisionnés en essence, soit dans les stations-service ou aux abords des routes en essence de contrebande communément appelée paillot. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait entre autres la différence entre l'essence vendue dans une station-service et l'essence de contrebande? Il y a deux volets dans cette histoire de essence paillot ou pas paillot là. Si vous avez tiré votre essence à la raffinerie, d'accord, vous avez transporté jusqu'à, je ne sais pas quoi, dans une citerne et quelqu'un vient avec un bidon, alors que l'autre va avec sa citerne pour déposer dans une station-service. Ce n'est pas la même chose. Quelle précaution celui qui a amené les bidons a prise? Le rapport qualité entre l'essence de contrebande et l'essence d'une station-service se réduit-il seulement aux conditions de transport du liquide? Là où on peut parler d'essence frelatée, dit Payola, c'est si vous allez au Nigeria, dans le delta, vous allez voir que les gens font eux-mêmes la distillation. Vous convenez avec moi que dans ces conditions, compte tenu de du fait que j'ai dit que c'est une question de température, je ne crois pas que ces gens qui font la distillation, comme on fait la distillation du vin de palme pour avoir le soda-bi, aient les dispositifs pour contrôler la température de sortie de tel ou tel produit. Le reste, c'est des manipulations. Il y en a qui ajoutent du pétrole, de l'empan. Bon, là, c'est vraiment du frelaté. Les propriétaires des véhicules sont-ils alors conscients du rapport qualité qui existe entre les deux types d'essence? L'essence paillot, tout le monde l'utilise. Mais on constate que à la fin, il y a des déchets qui endommagent le moteur. La fois dernière, j'avais eu un problème et mon mécanicien m'avait suggéré que c'était l'essence paillot qui est à la base de ce problème. Et histoire de pompe à essence, ça m'a traîné, on a acheté 5 avant que ça ne marche. Malgré les dommages que créent selon les usagers de nos routes l'essence de contrebande au moteur des véhicules, certains ne sont pas prêts à s'approvisionner dans les stations. À la station, des fois, il ne met pas la quantité suffisante au moteur. Que pense alors le chef station Étoile Rouge de cette idée? C'est des machines. Les machines peuvent débiter en trop ou bien en moins. In fine, chacun est libre de choisir entre l'essence de contrebande et l'essence vendue dans nos stations-service. Mais il est mieux de préserver son moteur des pannes régulières afin d'éviter de laisser traîner sa voiture au beau milieu des chaussées comme l'on en observe souvent dans la ville de Cotonou.
Un reportage de Maury Arnaud Agua et Damien Pedro. Hors du Bénin, la nouvelle constitution ivoirienne approuvée par référendum le 30 octobre a été promulguée par le président Alassane Dramane Ouattara lors d'une cérémonie au palais présidentiel d'Abidjan. Devant le gouvernement et des représentants de l'État, le président ivoirien a signé le test de promulgation qui donne naissance à la Troisième République. La nouvelle constitution a pour but de tourner la page d'une décennie de crise politico-militaire et clarifie les conditions d'éligibilité du président de la République. Je l'annonçais dans les titres, Donald Trump est le nouveau président élu aux États-Unis. Le républicain populiste soi-disant a remporté l'élection présidentielle américaine, un séisme politique qui plonge les États-Unis et le monde dans une incertitude vertigineuse. 8 ans après l'élection de Barack Obama, premier président noir qui avait suscité une immense vague d'espoir, Donald Trump, tassé de sexisme et de xénophobie par ses adversaires, l'a emporté sur la démocrate Hillary Clinton qui espérait devenir la première femme présidente de l'histoire. Ce milliardaire imprévisible que personne n'avait vu venir avait annoncé lundi un Brexit puissance 3, référence au vote surprise des Britanniques pour sortir de l'Union européenne. Sa victoire choc intervient à l'issue de 18 mois d'une campagne électorale qui a profondément divisé les États-Unis et stupéfié le monde par ses outrances et sa violence. Hillary Clinton a reconnu sa défaite dans un appel téléphonique à son rival. On écoute Donald Trump lors de son discours. Je viens de recevoir l'appel de la secrétaire d'État Clinton. Elle nous a félicités et je l'ai félicité, elle et sa famille, pour avoir mené une campagne très dure. Elle s'est battue jusqu'au bout. Hillary a travaillé très longtemps et très durement et nous lui sommes vraiment redevables pour les années au service du pays. L'heure est venue pour l'Amérique de panser les plaies de la division. Nous devons nous rassembler. À tous les républicains et les démocrates et tous les indépendants du pays, je dis qu'il est temps de se rassembler en une seule nation unie. Je m'engage à être le président de tous les Américains et c'est très important pour moi. Tout Américain aura la possibilité de réaliser ses rêves. Les hommes et les femmes oubliés ne le seront plus. Nous nous entendrons avec tous les autres pays qui ont la volonté de s'entendre avec nous. Nous aurons de très bonnes relations. Je veux dire au monde entier que, même si nous nous assurerons de privilégier les intérêts de l'Amérique, nous traiterons équitablement avec tout le monde, toutes les personnes et tous les pays. Nous chercherons des terrains d'entente, pas d'hostilité, la coopération, pas de conflit. Je m'engage à être le président de tous les Américains. C'est ce qu'on peut retenir du discours de Donald Trump juste après cette victoire. Mais qui est réellement Donald Trump, celui-là qui devient le 45e président des États-Unis? Ibrahim Orounam nous propose un portrait de l'homme. Suivez. Donald Trump est né le 14 juin 1946 dans le Queens à New York. Ses parents l'inscrivent dans une académie militaire afin de canaliser son énergie d'adolescent. À sa sortie, il s'inscrit en cursus économie et décroche un diplôme de la Wharton School of Finance de l'Université de Pennsylvanie avant de rejoindre l'entreprise familiale spécialisée dans l'immobilier. Donald apprend les rouages du métier sous la houlette de son père et se montre très rapidement doué pour les affaires. En 1983, il construit son premier gratte-ciel, la Trump Tower, qui marque le paysage new-yorkais.
À la tête d'un empire financier, Donald Trump érige des bâtiments prestigieux qui portent son nom. Une décennie plus tard, lors de la crise immobilière de 1990, il doit faire face à des dettes qui s'élèvent à plusieurs milliards de dollars et frôlent la faillite. Mais le maillon de l'immobilier de luxe tire son épingle du jeu et rebondit. En 2005, son groupe est à nouveau confronté à la faillite à cause de ses casinos d'Atlantic City. Mais il sauve in extremis ses affaires. Dès lors, l'entrepreneur avisé multiplie les associés afin de minimiser les risques financiers et développe un système de licences qui lui permettent d'apposer son nom sur des gratte-ciels sans qu'ils lui appartiennent. Parallèlement, véritablement touche à tout, il diversifie son groupe dans le prêt-à-porter, la création de parcours de golf ou encore la formation professionnelle. Médiatique, l'homme d'affaires décide de créer et coproduire en 2004 une émission de télé-réalité. Le succès est immédiat et l'émission pulvérise des records d'audience. En juin 2015, le milliardaire est de retour sur le devant de la scène politique, presque 20 ans après sa première candidature aux primaires républicaines en 1996. Il choisit le hall de la Tour Trump à New York pour lancer sa candidature aux primaires républicaines en vue de l'élection présidentielle de 2016 qu'il vient de remporter. Maintenant, retour sur l'ambiance qui a régné dans la nuit électorale aux États-Unis, un sujet de Helmut comme l'envie et de Horacia Giorgi. Donald Trump, 45e président des États-Unis d'Amérique. Le candidat républicain qu'un seul sondage a annoncé à la Maison-Blanche sera donc le successeur de Barack Obama. Jamais le milliardaire américain, privé de soutien de certains membres du Parti républicain, n'a cru en sa défaite, encore moins ses électeurs. Mardi nuit, en pleine soirée électorale, ils semblaient être prêts à vivre un événement qui, selon eux, plongerait les États-Unis et le monde entier dans une incertitude vertigineuse. Les gens veulent du changement. On veut que notre économie s'améliore. On veut être en sécurité. On veut quelqu'un qui dirige ce pays, qui s'occupe de nous. On a tous un peu peur, donc avoir quelqu'un comme lui à nos côtés, c'est merveilleux. Côté Clinton, ses électeurs ont passé la soirée électorale dans l'angoisse tant les résultats partiels prouvaient l'avance de Trump. Mais ils restaient optimistes. Je me sens anxieux, mais j'ai l'impression que nous allons finalement passer. Il arrive à gagner. C'est certainement une énergie différente en ce moment. C'est beaucoup de surprises, beaucoup de chocs. Beaucoup de gens sont probablement inquiets en ce moment. Un optimisme finalement vain puisque Trump a été élu nouveau président des USA. On parle encore de cette élection présidentielle aux États-Unis, un scrutin particulier. Judicaël Polika-Paidino nous propose un zoom sur le mode de ce scrutin. À Washington comme à New York et dans bien d'autres États, les électeurs américains ont voté pour désigner les futurs dirigeants de leur exécutif. Cette journée met un terme à une longue campagne qui a divisé les États-Unis et le résultat de cette élection est attendu avec crainte dans le monde entier car les deux candidats opposés au président des États-Unis d'Amérique ont des visions souvent radicalement opposées sur l'avenir de la première puissance mondiale. J'ai voté pour le Parti libertaire, je ne trouvais pas qu'Hillary et Donald étaient les meilleurs, mais j'espère qu'après aujourd'hui, on aura quelqu'un de qualifié pour le poste. J'ai voté pour Donald Trump. On a besoin de changement. Le Parti démocrate n'a rien fait pour nous, même si j'ai voté 2 fois pour eux. Je suis très déçu par eux. J'ai voté pour Hillary, je trouve qu'elle est qualifiée. Je trouve qu'elle a fait plein de choses et c'est une femme super. Je ne vote pas pour elle, seulement parce qu'elle est une femme, mais pour ce qu'elle dit. Alors que son colistier et candidat à la vice-présidence américaine, Tim Kaine, a voté dans son fief de Richmond en Virginie, la candidate démocrate à la présidentielle américaine Hillary Clinton a voté peu après 13h GMT dans une école près de son domicile de Chappaqua dans l'État de New York. Je sais que cela implique beaucoup de responsabilités et tellement de gens comptent sur le résultat de cette élection, ce que cela signifie pour notre pays, et je ferai de mon mieux si j'ai la chance de gagner aujourd'hui. Le candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, quant à lui, a voté peu après 16 GMT dans un bureau de vote à Manhattan où il a été accueilli par un mélange d'applaudissements et de huées.
Les Américains ont également voté pour le Congrès et divers référendums locaux. On en parle encore de cette élection présidentielle aux États-Unis, un scrutin particulier. Judicaël Polika-Païdinou nous propose un zoom sur le mode de ce scrutin. Élection la plus suivie au monde, le scrutin présidentiel américain repose sur le principe des grands électeurs. Leur nombre varie d'un État des USA à un autre en fonction de la taille des populations. 55 en Californie, ces grands électeurs sont moins nombreux en Floride, où ils ne sont que 29. Tandis que le Vermont, l'Alaska et le Delaware n'en possèdent que 3. Le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés dans un des 50 États rafle la totalité de ces grands électeurs, sauf dans 2, le Nebraska et le Maine, où ces grands électeurs sont attribués à la proportionnelle. 270 grands électeurs sur les 538 que comptent les États-Unis d'Amérique sont alors nécessaires pour devenir président des USA. Le 20 janvier 2017, Donald Trump entrera en fonction. Direction la Russie, Agence mondiale antidopage, Comité national du Parti démocrate américain ou encore le géant du web Yahoo. Les coups d'éclat réels ou présumés des hackers russes se multiplient ces derniers mois. Souvent accusés de travailler pour le Kremlin, propulsés au rang de meilleurs hackers du monde, les cyberpirates russes opèrent avant tout en Russie, un phénomène qui inquiète à Moscou. Reportage. À Moscou, un séminaire consacré à la cybercriminalité. Experts en tout genre échangent leurs points de vue et évoquent la récente notoriété internationale des hackers russes. C'est juste un sujet en or pour les hommes politiques américains et pour les médias. Ils peuvent parler des hackers russes, de leur connexion avec le Kremlin. Mais pour nous, il n'y a aucune preuve de cette connexion. Et il n'y a même aucune preuve de l'existence de ces hackers. Roman Dobrokotov n'est pas du même avis. Cet ancien militant de l'opposition affirme avoir subi plusieurs attaques de hackers depuis 2014, des attaques qu'il attribue au Kremlin. Cela fait partie de la guerre de propagande dont l'objectif est de jeter le discrédit sur les sources. Ces sources grâce auxquelles la société russe apprend l'existence de liens criminels et de cas de corruption au sein des autorités russes. Et si on regarde qui sont ces cibles, il n'y a que le gouvernement russe pour s'intéresser à elles, personne d'autre. La principale activité des hackers reste le crime financier. D'après la Banque centrale russe, le nombre d'attaques de ce genre contre les entreprises, banques et particuliers a augmenté en Russie de 120% ces 3 dernières années. Je ne parlerai pas de hackers russes, mais plutôt de gens qui parlent russe et qui ont été formés par le système soviétique d'enseignement. Tous ces gens sont très inventifs, y compris malheureusement dans le domaine de la fraude. Yuri Namesnikov travaille depuis 7 ans chez Kaspersky, le géant russe de la cybersécurité. La multinationale évalue à 720 millions d'euros le montant minimum dérobé par les hackers russophones sur la planète entre 2012 et 2015. Aujourd'hui, ils se manifestent de plus en plus sur le marché international. On voit comment les hackers russes collaborent avec les Brésiliens, les Chinois et les Européens. Les hackers n'ont pas de frontières. Pour les arrêter, on a besoin d'une coopération étroite entre les États. D'après Kaspersky, la lutte globale contre ce phénomène est encore balbutiante, ce qui fait le bonheur de tous les hackers, qu'ils soient russes ou pas. Dernière information avant de boucler ce journal, privé de tout. Sans aide humanitaire depuis le 7 juillet, les habitants font face tant bien que mal aux pénuries de carburant, d'électricité, de produits alimentaires et même de cigarettes. Les habitants des quartiers rebelles d'Alep rivalisent d'imagination pour survivre à l'encerclement imposé par le régime. Reportage. Dans son atelier à l'est d'Alep, Abou Rahmo crée un générateur d'un autre genre. Il soude une dynamo de voiture à l'arrière d'un vieux vélo pour charger des batteries. Après une première démonstration chez le client, il vend son invention pour une vingtaine d'euros. Nous n'avons pas d'électricité et pas de générateur électrique. Je suis mécanicien, alors je prends la dynamo de ma voiture et je la mets sur un vélo pour charger une batterie qui éclaire des lampes à LED. Si je trouve un onduleur et si la batterie est pleine, je peux fournir assez d'électricité pour une machine à laver.
Depuis juillet, les 250 000 habitants des quartiers est d'Alep, tenus par les rebelles, sont assiégés par les forces du régime de Bachar al-Assad. L'approvisionnement en nourriture, diesel ou aide humanitaire est devenu impossible après déjà plus de 5 ans de guerre. Pour survivre, c'est la débrouille. Khaled Kourdia a trouvé un moyen de remplacer les bouteilles de gaz pour son four. Nous avons été forcés de revenir à l'ère préhistorique. Nous récupérons des jerrycans d'huile vide, creusons un trou dedans pour installer un ventilateur qui dirige le feu dans une certaine direction. Ça permet d'économiser du bois et d'avoir un feu un peu plus fort. À quelques rues de là, Amir compense les prix élevés de la nourriture par un jardin sur son toit, fait de boîtes en polystyrène. Le prix du sucre a été multiplié par 10 et les légumes coûtent au moins 5 fois plus cher qu'avant le siège. J'ai acheté des graines et les ai plantées sur le toit de ma maison. J'élève aussi des poulets. Aujourd'hui, j'ai du persil et des radis et bientôt j'aurai aussi des épinards et des blettes. Alep a été ravagée par la guerre qui a fait plus de 300 000 morts et déplacé la moitié de la population. Et sans solution en vue, ses habitants assiégés et épuisés vont devoir trouver de nouveaux stratagèmes pour survivre. Fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-6 eden.tv. Je vous retrouve demain pour le même exercice.